c'est là que commence le capital, le vrai commencement. Il est là parce que tout ce qui a été mis en place, toutes les formes élémentaires, sont maintenant mises sous la juridiction d'une forme des formes. Le capital, c'est la forme des formes. C'est la forme des formes élémentaires. Et c'est une forme concrète. C'est un tout, c'est une totalité. On passe d'une forme élémentaire à une forme totale, complexe, et on passe d'une forme particulière à une forme qui a une fonction de totalisation concrète, que la pensée s'approprie par des idéalités, qui est la forme capitale. Jean-Marc utilise une forme, il faut être bien persuadé que c'est vraiment très fort. Hein, la forme, c'est une catégorie qui traverse toute l'histoire de la philosophie. Et derrière ça, vous avez beaucoup de choses. Hein. Et là, ça vaut... Certains pourraient contester que cette explication trop philosophique du capital, mais si c'est pour faire du capital des résumés qu'on peut trouver partout, d'en perdre la polyvalence, l'extraordinaire capacité d'interrogation multiple qui croise toutes les dimensions, c'est pas la peine. Là, voilà ce que dit. Là, j'essaie de vous dire, et encore, j'ai beaucoup simplifié, parce que j'ai passé toute la deuxième partie, lorsqu'il analyse les cas, comment on peut expliquer la prime à partir donc, de ce propos dans les deux formes de la circulation. Je me suis intéressé à la question du vol. On vend plus cher et la plus-value se réalise dans le vol, dans le trafic sur la valeur de vente. Et de même aussi que j'ai passé sur pas mal de choses de la partie. Mais je crois que si on comprend bien ce chapitre 4, je crois que vraiment on se donne les moyens pour entrer dans une lecture vraiment utile du capital. Je suis vraiment persuadé que c'est... Mais il faut quand même avoir les éléments. On ne veut pas comprendre le jeu. Voilà pourquoi Marx s'est embarrassé pour commencer. En vérité, tout repart de là. C'est un deuxième départ. Althusser dit c'est le vrai commencement. Non, c'est le deuxième départ. Mais comment exposer tous les éléments d'une manière intelligible? Il a bien fallu qu'il les expose et il est parti de la marchandise. Le monde est une immense accumulation de marchandises. Le monde, maintenant, c'est le monde du capital avec ses contradictions. Et on a fait un passage énorme avec la figuration, je dirais presque politique, de la contradiction entre le possesseur d'argent et le non-possesseur d'argent. C'est-à-dire qu'il nous oblige, pour comprendre la circulation, à faire retour sur la production. D'aller rentrer dans la production. Alors, il faut, comment dire, si vous lisez la grande pensée politique et économique du XVIIe, du XVIIIe siècle, même du XIXe siècle, il y a peu de penseurs qui sont rentrés dans l'usine. Ils ne vont pas à l'usine. La philosophie, elle ne va pas à l'usine. Proudhon, c'est intéressant. J'avais fait un exposé qu'il fallait Proudhon des procédures que Marx dit quelquefois, mais il ne rentre pas. Marx montre que le secret du capitalisme, c'est dans l'usine. Il faut rentrer dans l'usine. Qu'est-ce qui se passe dans l'usine? Pour comprendre ce qui se passe sur la circulation. Il range ensuite, ou alors le chapitre sur la manufacture, sur la division du travail, etc. Mais, ce serait un beau thème de réflexion. Quels sont les penseurs qui rentrent dans les usines? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et même aujourd'hui, et c'est de plus en plus nécessaire parce que l'usine fordiste, elle n'est pas seulement une autre chose qui s'est passée. Et il faut rentrer dans ces complexités pour comprendre les transformations. Mais ça, si vous voulez, ça n'a pas varié. Ça, c'est l'invariant, c'est la matrice du capitalisme que les transformations du capitalisme n'ont pas détruite. Alors que l'idée l'ont déplacée. Et l'idée de la circulation infinie et de l'infini, elle est actuelle. Je le crois vraiment. Peut-être que Marx a été, d'une certaine manière, un petit peu capturé par cette idée d'infini, dans la mesure où peut-être il y aurait une infinité de la force productive humaine. Moi, je préfère dire plasticité. Parce que l'infini selon Hegel, ce n'est pas la plasticité. L'infini selon Hegel, c'est véritablement une forme qui se recourbe sur elle-même et qui se relance dans cette logique tout à fait particulière, spéculative. Le capital, il est spéculatif. L'idée spéculative, c'est l'absolu enrichi de lui-même. Si vous remplacez l'absolu par le capital, eh bien la spéculation financière, c'est une forme de traduction de la spéculation de la pensée. Il y a de l'absolu. Il y a aussi beaucoup de choses à creuser. Oui, Marx a dit quelque part, je sais plus, que ce qu'il a vraiment apporté, c'est ça. C'est pour ça que ce chapitre est très important. Il est court, hein, je crois qu'il est moins difficile que le fétichisme. Mais il est quand même très, très organisé. Hein. Vous voyez le mouvement qu'il nous fait faire, hein, en 30 pages. La compréhension que c'est l'usage de la force de travail qui est acheté. Voilà. Et donc il y a une valeur. Mais ce n'est pas la valeur qui est pertinente. Ouais. La valeur, elle est payée. Et le capitalisme n'en redistribue qu'une partie. Ah, bien sûr. C'est ce qui explique le profit de capitalisme. Ça, on n'en est pas là. Ça viendra plus tard. Et là, je crois qu'on a les éléments pour, comment dirais-je, se retourner sur ce qui s'est fait et pour recommencer. Pour un nouveau commencement.
ce que j'ai voulu vous montrer. Bon, question, moi je vais répondre aux questions si vous en avez là, bien sûr. Hein. J'ai été rapide, un peu trop, mais si on ne donne pas une idée d'ensemble de quelque chose, on se perd. Et si on donne une idée d'ensemble trop générale, eh bien on erre. Je pense, a-t-il abordé la genèse de l'argent? Ah, plus tard, mais dans l'accumulation primitive, dans la destruction du monde féodal. Parce que Frédéric Lordon, dans le plan capitalisme, ce livre un petit historique qui est assez intéressant. Ah oui. Il a les premiers échanges se faisaient avec un média qu'on appelait l'AS roulée. La barre, c'était une barre métallique qui servait et il y a des textes. C'est que la confiance ne viendra non plus, se fondera non plus sur les personnes qui échangent, mais sur ce gage que représente. Oui, mais enfin, c'est ceux qui servaient quand même. La barre de métal, c'était le canon parce que c'était rare dans l'Antiquité. Oui, mais ça va aller se perfectionner, parce que de là, ça va devenir. C'est pas un moyen d'échange, jamais un moyen d'échange. C'est un étalon. Je crois que lui, il montre au contraire que le étalonné, ça voulait dire aussi. Oui, mais vous avez raison. Ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il veut dire que c'était l'apparition de la monnaie, mais c'est mon opinion et l'opinion des historiens de l'Antiquité documentée. Hein. C'est pas une opinion comme ça, documentée par la réalité. Ce qu'on peut déterminer de la réalité historique, c'est que la barre de métal était très rare. C'est un peu le lingot d'or. C'était un étalon. On n'achète pas des choses avec un lingot d'or. Par exemple, le vainqueur, la médaille d'or, le premier prix des Jeux Olympiques, c'était une plaque de métal, une barre de métal. Voilà. De fer, une barre de fer. C'était un étalon. Ça voulait dire on pouvait effectivement le transformer en monnaie d'échange, mais c'était pas. Alors, bon, puisqu'on en est là, moi, c'est pas une question, hein, parce qu'on y passerait la nuit, et ça n'est pas suffisant. Mais j'ai une interrogation. Je pense que vous connaissez beaucoup mieux le capital que moi, et que vos souvenirs sont surtout beaucoup plus frais. Moi, ça remonte à quelques dizaines d'années. Mais si je ne me trompe, j'avais été frappé par la similitude de la définition de la valeur travail entre celle de Marx et celle d'Aristote. Et vous dites que le point central chez Marx, c'est l'usage de la valeur travail. Mais Aristote aussi, quand il parle des esclaves des mines de l'Orium, et les citoyens qui investissaient dans l'achat d'esclaves des mines de l'Orium pour en retirer des intérêts, il y en a eu là aussi, puisque le travail d'extraction des esclaves était supérieur à la valeur de la nourriture ou des soins, etc. Moi, je ne vois pas de nature, je ne vois pas de changement comme fait Marx, effectivement, comment dire, idéologique ou de rupture historique entre la société esclavagiste telle qu'elle était à Athènes. Il faudrait beaucoup nuancer sur la réalité historique du concept de société esclavagiste. Marx, je pense, n'avait pas les éléments historiques à l'époque pour juger. Mais c'était aussi une société mercantiliste, Athènes. Il connaissait l'argent, bien entendu. Il connaissait la plus-value. derrière. Et il connaissait l'exploitation du travail des esclaves, non pas en tant qu'esclaves domestiques, en tant qu'aide individuelle pour les propriétaires, les citoyens individuels, mais en tant que masse de travailleurs. Il y avait des capitalistes qui investissaient, les marchands justement, qui investissaient dans l'achat d'esclaves. Ce n'était pas leurs esclaves, c'était pas le même capitalisme. Des mines. C'est pas le même. Oui, bon. Parce qu'il y a une force de diversification du capital que n'avait pas le capital dans ces sociétés-là. Je dis c'est une interrogation que j'ai. Non, mais elle tourmente des historiens. Je pense que le point faible
point faible, du point de vue économique, hein, je ne parle pas de l'analyse métaphysique, comme on voudrait, mais le point faible de la théorie économique de Marx, c'est la valeur travail, sa définition, l'usage de la valeur travail, cette apparition-là un peu abrupte. Voilà. Bon, c'est vrai que dans la description historique des sociétés, à partir de la fin du XVIe siècle, ça a changé, mais est-ce que c'est un changement de nature? Ça, on peut accumuler des... La question est tout à fait légitime, je ne peux pas y répondre parce que les historiens s'en préoccupent depuis longtemps. Alors, Marx aurait peut-être tendance, même un peu comme Weber dont j'ai parlé, c'est-à-dire à radicaliser, à porter à l'extrême la différence entre les sociétés pré-capitalistes, proto-capitalistes et la société capitaliste pour penser sa différence spécifique. Parce qu'il y en a trop qui n'ont pas été capables de penser cette différence. Mais inversement, on peut poser le fait aussi qu'il a ignoré des éléments où la continuité peut être relative. Ce qu'il n'a pas ignoré et qui est fort, c'est la puissance d'expansion de la forme capitale en tant que telle que ces sociétés n'ont pas connue. Ça, je crois que l'idée d'un marché mondial, c'est l'idée de Marx, l'idée d'une mise au travail de tous, ça c'est vraiment moderne. Mais où le problème se pose, c'est qu'effectivement, il y a des éléments de continuité qui ont existé, puisque lui-même, l'argent a existé bien même avant la cité grecque. Il parle des sociétés proto, je ne sais pas quoi, où existait l'argent. D'ailleurs, mais pour que le capitalisme naisse, il faut que l'argent tel qu'il est connu dans ces sociétés est détruit, soit pris par la destruction des formes anciennes. Il le dit d'ailleurs dans le texte du chapitre 4, historiquement, c'est d'abord sous la forme de la monnaie que le capital se présente partout. Face à la propriété foncière, en tant que fortune en argent, capital commercial et capital usuraire. C'est-à-dire que le capital se présente face à ces formes, mais il va les détruire. La propriété foncière va être transformée. Le capital commercial, c'est une première forme. Le véritable capital, c'est le productif. Et l'usure n'est qu'une forme secondaire. Donc là, il y a un immense problème de savoir quels sont les éléments de continuité pour faire apparaître quelque chose d'aussi spécifique que la société. Il est certain que Marx, en moderne qu'il est, insiste beaucoup sur la différence et aurait peut-être tendance à gommer les éléments de continuité. Bon, ça, et pour l'histoire de l'esclavage, c'est vrai, mais l'esclavage, cette idée aussi de la nouveauté, c'est que la liberté juridique est accordée à tout le monde. Elle ne l'est pas dans le monde entier. Il y a des éléments de continuité parce qu'effectivement, dans tous les cas de l'esclavage aujourd'hui, il y a bien survaleur. Ouais. Il y a bien survaleur. Mais dans la société marchande, non pas capitaliste, mais marchande, antique ou médiévale, comme une Moyen-Âge, cette survaleur, elle ne passe pas nécessairement par l'argent. Elle peut se limiter à la forme du troc. Elle peut aussi passer par l'argent, mais c'est moins nécessaire. C'est moins nécessaire que dans la société capitaliste. C'est ce que moi je comprends. Deuxièmement, Marx essaie de faire cohabiter, enfin d'expliquer l'existence conjointe d'une dépendance et d'une indépendance, d'une aliénation et d'une liberté. L'aliénation, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la survaleur, la plus-value, et la liberté, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est le fameux contrat libre et égal. Comment peut-il se faire que dans une société qui met en avant la fiction du contrat libre et égal, comment cela peut-il se marier avec, non pas cette fois-ci la fiction, mais la réalité de la survaleur, de la plus-value? Le problème du contractualiste politique, c'est de penser que la figure du contrat peut être généralisée donc, au rapport entre individus pour former l'autorité politique qui assure la liberté et l'égalité. C'est Rousseau qui est certainement le plus radical là-dedans. Mais qui d'ailleurs est le plus aigu aussi dans la critique de l'économie politique, et dans le deuxième discours, quand même une théorie de l'exploitation. Mais effectivement, c'est un problème qui restera pendant dans toute l'histoire du socialisme et du communisme, à
savoir que peut-on attendre des formes politiques, de leur autonomie, pour libérer l'égalité et la liberté. Peut-être beaucoup, mais à condition qu'elles soient capables en retour de modifier, autrement que sur la forme de la justice distributive, les formes économiques, de l'exploitation économique qui sont décrites ici. Bon, c'est pas un socialisme de distribution, Marx, certainement pas. C'est un socialisme il peut y avoir une transformation des modes de produire et d'agir. C'est ça, c'est l'idée fondamentale. Voilà pourquoi il y a cet Éden ironique des droits de l'homme, pas du citoyen. Bien noté que c'est le droit de l'homme, il dit pas les droits de l'homme et du citoyen. La citoyenneté, on a vu dans la Constitution. Il y a peut-être là, certainement, quelque chose à voir qui n'est pas thématisé jusqu'au bout. Donc je pense dans l'histoire du marxisme, il y a eu Jaurès qui a essayé de tirer de la forme contrat politique, en venant de Rousseau, de la Révolution française, une capacité de transformer les sociétés, même sur le plan économique. Il y a eu ce qu'on ne connaît pas en France, l'austro-marxisme, c'est-à-dire des gens comme Max Adler ou Otto Bauer, qui sont des gens de grand intérêt, qu'on ne lit pas chez nous, qui ont essayé de penser une possibilité de maintenir une démocratie réellement sociale, transformatrice des rapports de pouvoir. Marx, il est sur le seuil de cette question. Vous l'avez le plus avancé sur les les choses importantes qu'il dit sur la commune, mais la question effectivement se pose de savoir si le droit public, en tant que formation de volonté collective commune, peut être autre chose qu'une simple idéologie de légitimation. C'est la question qu'il pose. Hein. Oui. Je pense qu'il faut. Ça a été tenté. Je pense qu'on trouve ça chez quelques pasteurs, les meilleurs pasteurs de la social-démocratie, hein, de la démocratie sociale. Dans la société esclavagiste, il y a effectivement de la production marchande, mais oui, il y a un marché, il y a un marché. L'esclave est produit des valeurs d'usage pour lui et pour la classe occidentale. Par contre, l'ouvrier, il produit de la valeur d'échange. Voilà la différence. Voilà la conception des valeurs de travail essentielle du capital de Karl Marx. L'esclave, il a l'impression que le produit lui appartient. Mais en réalité, il ne lui appartient pas. En revanche, l'ouvrier, il a l'impression que sa force de travail lui appartient. Lui, il est propriétaire. Il est propriétaire juridique et de fait, d'une certaine manière. À partir du moment où il y a une partie qui lui appartient toujours. Non, à partir du moment où il signe le contrat, il commence le travail, sa force de travail lui échappe. L'usage. Oui, l'usage. Comme le dit Karl Marx dans le Capital. C'est ça la différence. L'usage lui échappe, mais pas la propriété. Il y a toujours un résidu qui fait précisément problème au capital, qui essaie de l'intégrer et dans son infini. C'est bien la résistance de la force de travail, c'est quand même l'élément fondamental. Elle ne rentre pas dans la logique. Alors, je dirais les choses autrement. Il y a quelque chose qui est un logos du capital. La force de travail, elle est pour le capital allogique. Il faut l'intégrer. Et quand elle résiste, elle est allogique. Or, cet élément allogique, allogone, c'est un élément que Marx thématise avec la force de travail qui résiste. Ça ne peut pas être intégralement marchandise. C'est ce qu'il dit. Et en ce sens, là, on a véritablement quelque chose qui défie la logique, qui s'autonomise et qui se porte à l'absolu du capital. Mais c'est parce qu'il y a quand même toujours quelque chose qui reste propre à la force de travail, qui même la plus dominée ne peut pas être éliminée. Oui, sinon, il n'y aurait pas de lutte sociale. La valeur de la force de travail, l'usage, c'est quoi? C'est le temps de travail socialement nécessaire à la reproduction de cette force de travail. Qu'aujourd'hui, il y ait des formes mixtes, que l'esclavage soit réapparu, c'est un problème. Hein. Et après, la valeur d'usage de la force de travail, c'est quoi? C'est effectivement les différentes qualités de travail. De mettre en valeur les exactement, pour quelqu'un qui, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait la machine, l'autre il produit par exemple des logiciels, l'autre il produit c'est-à-dire ces fonctions, ces métiers-là, ce travail concret. C'est ça la valeur d'usage. Est-ce que la valeur d'usage de la force de travail, ce n'est pas de créer de la valeur, de la survie? La valeur d'usage de la force de travail, c'est de créer de la valeur. Ça, c'est sa définition capitaliste. C'est le problème de savoir qu'est-ce qui remplace la valeur dans une société non capitaliste. De créer de la valeur, mais je veux dire de la survaleur. C'est l'appropriation de la survaleur. Après, ça c'est une autre question. Mais
si on reste sur la question, strictement sur la question de la valeur d'usage de la forme. Nous, on a le travail. Le travail est considéré comme une marchandise. Une marchandise, elle a la valeur d'usage, elle a la valeur d'échange. Quelle est la valeur d'usage de la force de travail? Quelle est sa valeur d'échange? Voilà la question que se pose. Oui, oui. Puisque c'est une marchandise. Et cette marchandise, elle a son aspect contradictoire. Valeur d'usage et d'échange. La valeur d'usage de la marchandise, de la force de travail, c'est son travail concret. C'est-à-dire qu'un salarié qui fait la tâche de la ferronnerie, c'est ça déjà l'usage de la force. C'est ça sa valeur d'usage concret. Par contre, sa valeur d'échange, c'est cette partie de travail que l'employeur achète, qui a la valeur d'échange et qui produit de la valeur d'échange. Il ne paie pas le temps de travail extra. Exactement. C'est ça. Je ne sais pas ce de quoi on discute vraiment. C'est un peu compliqué, mais c'est... Mais la valeur d'échange, c'est le A', là. Non. Non. La prime, c'est la quantité de valeur supplémentaire qui apparaît dans la circulation. Oui. C'est la forme valeur. La question est de savoir comment elle est engendrée. Elle est engendrée par l'usage de la force de travail qui, par ailleurs, est payée à sa valeur par celui qui l'achète. Sa valeur, c'est la valeur des biens qui la reproduisent. Et l'usage dépasse la valeur parce qu'il peut travailler au-delà du temps nécessaire pour reproduire son panier. Ça veut dire que c'est une marchandise qui se vend avant sa réalisation. C'est pas comme la marchandise ordinaire. C'est le temps. C'est-à-dire sur le marché. C'est le capitalisme qui a généralisé ce marché du travail, mais ce n'est pas le capitalisme qui l'a créé, ça existait déjà avant. Il a promu, il a Oui, donné notre dimension. La dimension Bien sûr, extraordinaire. la mondialisation, ça n'existait pas non plus au XVIIe siècle. Ça a commencé. Ça a commencé. Mais en fait, non, Si, je suis pas Avec d'accord. les grandes c'était du découvertes. mercantilisme. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a Avec les grandes découvertes. Il y a eu deux genèses du capital. Ça, les historiens le montrent oui. bien. Il y a la genèse anglaise, celle que Marx décrit, avec les enclosures, et puis il y a la genèse dans l'Amérique du Sud. Oui, C'est-à-dire que le capitalisme, Avec les flux avec la commercialisation, et donc, et avec l'usage du capitalisme pendant un certain temps de l'esclavage, qui a été maintenu en Afrique et en Amérique latine, où les formes de travail étaient très sérieuses. Autre chose, ce qu'on appelle la mondialisation maintenant, c'est mettre des usines dans une partie du monde et les marchés... Au nom de la même logique, qui unifie le monde. Et les marchés dans une autre partie du monde. C'est ça. Ça, C'est c'est une nouveau. vision mondiale de l'économie. Marx entrevoit ça, mais il entrevoit, il ne fait que l'entrevoir devant eux. Ça, c'est ce qui a fondamentalement, qui a changé fondamentalement. Mais la plus-value, ça existait aussi. Évidemment, Athènes, c'était 90 000 habitants à peu près, en comptant les esclaves et les femmes. Oui, 5 000 citoyens. Mais le phénomène de la plus-value, Et il y avait des îles et des colonies autour. C'était totalement réduit. Mais il y avait des choses qui existaient, puisqu'Aristote en parle. À moins que ça soit des... que ça soit inventé. Moi, je voudrais poser une question. Enfin, si vous voulez continuer à parler, je vais poser une question. Mais bon, je ne sais pas si c'est pertinent, mais quand Marx parle de l'accumulation de richesse pour elle-même, il dit que ça part d'une logique de l'insensé parce que ça s'est détaché du monde des besoins. Oui. Mais on dirait qu'il prend en compte que les besoins matériels et pas les besoins symboliques, on va dire, comme la jouissance de prestige par exemple. Est-ce qu'il courrait après ça, ceux qui cherchent à accumuler un maximum de richesse? C'est vrai, mais Marx a un angle d'attaque très réduit. Il construit, je ne dis pas un modèle, il construit une machine de pensée, il ne peut pas tout intégrer. Ça n'est pas complètement absent, parce que quand il parle de... Ça n'est pas absent, mais ça n'est pas, si vous voulez, central. Mais on ne peut pas non plus faire l'erreur inverse qu'on a reproché au marxisme, on dit il est économiste, d'expliquer une société uniquement par la production du symbolique, ce qu'on fait beaucoup, ce qui est une spécialité française. D'éviter les rapports matériels et les luttes de classe, remplacer ça par des luttes symboliques. Comment penser les deux? Mais c'est très difficile ça. Et c'est un vrai problème aujourd'hui, de penser comment donc la constitution d'un monde du
capital est aussi la constitution d'un monde symbolique. D'ailleurs, liberté et égalité sont bien des valeurs symboliques qui organisent la pratique. Donc mais la question, il faut la laisser ouverte, mais je crois que moi, je n'ai pas les moyens de la traiter. Hein, mais vous ne pouvez pas tout voir, on ne peut pas tout demander, je trouve qu'il amène beaucoup. Hein. Même les comparaisons avec la théologie, c'est bien du symbolique. Hein. C'est extraordinaire. Par rapport à la marchandise, donc sur le marché des biens et services, il y a la rencontre des consommateurs et des vendeurs. La marchandise, effectivement, la plus-value, en général, la valeur de la marchandise se réalise à ce niveau-là. Que oui, il y en a des marchés. que là. Mais au niveau des marchés du travail, il y a la rencontre entre employeurs et salariés. Mais là, le fait de se rencontrer, la marchandise, elle n'existe pas. C'est une marchandise future. C'est deux personnes qui se rencontrent dont l'une va être utilisée comme marchandise. C'est une marchandise future, c'est-à-dire le salarié. Pour le capitaliste, le salarié n'est pas autre chose qu'une marchandise. Voilà, exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'utilisation de cette marchandise-là qui va être contractualisée dans le processus de la production. Et à partir du moment où le salarié signe un contrat et commence son travail, cette marchandise dit clairement qu'à Marx, ça ne lui appartient plus. Vous voyez? Et c'est là où se trouve le rapport direct de l'antagonisme de classe. C'est la rencontre à ce niveau-là entre employeur et salarié. Celui qui va devenir un employeur. Comme vous l'avez dit exactement, c'est une marchandise particulière. Bien sûr, c'est tout l'enjeu de ce chapitre. Où se noue effectivement le rapport de classe. C'est pas comme le marché des services. C'est bien pour ça qu'il parle d'Éden des droits de l'homme, parce qu'il sait très bien que derrière cet Éden, il y a la réalité des classes. D'ailleurs, il parle bien du producteur, de l'employé et la chrysalide est devenue papillon, celui qui est le possesseur d'argent est devenu capitaliste. Ok. That's all, folks. À les prochaines séances, le 10.